pas être sûr. Donc, en fait, les symptômes actuels, avec l'état, au fait, avec ses connaissances, lui ont permis de déduire qu'il s'agit probablement, on ne parle pas de probabilité encore, qu'il s'agit de problème au niveau qu'il s'agit d'un ulcère de l'estomac, ou bien un problème au niveau de l'estomac. Ça marche. Est-ce qu'il est sûr, ce médecin? Il ne peut pas être sûr parce qu'il sait ce qui se passe à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il va demander? Il va lui donner un traitement provisoire pour calmer la douleur. Mais comme il n'est pas sûr du diagnostic, il va lui demander de faire une fibroscopie. Parce qu'avec la fibro, on fait introduire une sonde et on voit ce qui se passe à l'intérieur de l'estomac. D'accord. Et imaginez-vous quelques jours après, ce patient il revient chez le même médecin, ben, il va se rendre compte que finalement, que son estomac, il est sain, qu'il n'y a pas il y a pas il y a pas de problème. Il y a pas de sang qui coule, il y a pas, c'est pas un ulcère, il n'y a pas de pathologie. Donc, c'est net, c'est propre, etc. Qu'est-ce qu'il va faire le radiologue, le gastrologue? Eh ben, il va se rétracter, il va dire non, finalement, il ne s'agit pas d'un problème d'estomac du moment que la fibro, elle est normale. Eh ben, il va s'orienter vers une autre piste. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Pourquoi est-ce qu'on est en monotonie, en non-monotonie? Parce que, au fait, avec les symptômes et l'interrogatoire, etc., le médecin a conclu qu'il s'agit d'un problème gastrique. D'accord? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand le patient a ramené les résultats de la fibro. Donc, c'est une nouvelle information qui vient, qui arrive. Donc, on a complété l'information initiale, ce qui a été dit il y a quelques jours auparavant. Et avec l'arrivée de cette nouvelle information, qu'est-ce qui se passe? Le problème d'estomac qui a été déduit au premier lieu, il est rétracté, il est enlevé, il est supprimé, puisque les nouveaux résultats ni en fait sont en contradiction avec ça. Donc, en fait, ils ne confirment pas le fait que ça soit un problème de l'estomac. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la conclusion comme quoi il s'agit d'un problème d'estomac, elle est supprimée. Donc, on a un ensemble E qui est inclus dans un ensemble F. Donc, ça veut dire que E est plus petit que F, puisque E est inclus. Et tout ce que j'ai pu déduire de E, entre parenthèses, le fait qu'il s'agit d'un problème gastrique, n'est pas, au fait, on ne le retrouve pas, n'est pas déduit à partir de l'ensemble F tel que E est inclus dans F. Donc voilà, on a E inclus dans F, mais TH de E n'est pas inclus dans TH de F. Et bien évidemment, ça c'est de la non-monotonie. Et l'homme, justement, depuis qu'il naît, enfin depuis sa naissance jusqu'à sa mort, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il met à jour ses croyances, d'accord? Donc à chaque fois, enfin, ses connaissances. Le cerveau humain est sans cesse en non-monotonie. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous êtes d'accord? Ou bien c'est monotone chez vous? Est-ce que vous avez compris cette importance de non-monotonie? Ben, essayez de participer au moins. Alors, est-ce que c'est compris? Oui ou non? D'accord, ça marche. Il y a au moins quelqu'un qui a répondu. Donc, on revient sur les slides. D'accord? Alors, justement, là, on parle de cette notion de monotonie parce qu'on va dire qu'en logique classique, justement, le raisonnement est correct et complet. D'accord? Donc, au fait, toute tautologie est un théorème et tout théorème est une tautologie. Ça veut dire qu'au fait, c'est en logique classique, ça, bien évidemment. D'accord? Si, au fait, une formule est déduite à partir d'un ensemble de formules, donc ça veut dire que si elle est déduite à partir donc, des connaissances déjà existantes, des axiomes et des références, donc à partir du système déductif, tout ce qui est déduit reste valable. C'est-à-dire si je vais rajouter une nouvelle information, tout ce qui a été déduit avant le rajout restera toujours valable, parce que le système, il est strictement correct, d'accord? Mais ça, c'est en logique classique. Mais cette logique classique, bien évidemment, elle est loin de pouvoir modéliser le raisonnement humain, parce que justement, dans une logique classique, quand un fait il est vérifié, il n'évolue pas en quelque sorte, il restera vérifié. Donc, tout ce que je peux déduire à partir de ce fait-là, ça restera valable. Mais chez l'humain, l'humain travaille, enfin, il manipule des informations imparfaites, incomplètes, donc incertaines,
imprécise, etc., qui évolue par rapport au temps, etc., etc. Ça veut dire que l'humain a tendance à ce qu'on appelle à réviser ses croyances. C'est quoi réviser? Ça veut dire que donc une déduction au préalable, en fait, peut être remise en question. Donc je révise mes croyances. C'est comme si on a des a priori par rapport à un module ou par rapport à un enseignant, etc. Et quand on commence à avoir ce module-là, et on va dire par exemple que le cours RCR n'est pas intéressant ou bien il est compliqué ou autre, mais une fois qu'on commence à avoir les cours donc et faire le TD et le TP, on va se dire, on va changer d'avis, on va dire non, finalement, donc on va réviser nos croyances et dire que finalement, le cas est intéressant. C'est dans cet esprit-là que que le raisonnement humain est non monotone. Donc, on révise nos croyances, c'est quand on a bien évidemment de nouvelles informations, de nouvelles connaissances qui arrivent, qui nous vont nous amener à revoir des conclusions qui ont déjà été dites au préalable. Donc, un exemple didactique tout simple, qui est très simple, voilà, c'est relatif aux oiseaux. D'accord? Donc, on sait que la plupart des oiseaux volent. D'accord? Généralement, les oiseaux volent. D'accord? Donc, ça, c'est l'assertion numéro 1. Si on va prendre un élément, un individu, Titi, qui est un oiseau, puisqu'il est un oiseau, on va dire que vraisemblablement, Titi va voler, puisque la plupart des oiseaux, ils volent. Donc, on va penser que Titi, on va déduire provisoirement si on veut, ou bien on va dire qu'a priori, bien vraisemblablement, Titi, puisque c'est un oiseau et que la plupart des oiseaux volent, on va déduire donc l'assertion 3. Donc, à partir de 1 et de 2, je déduis 3. Tout le monde est d'accord avec ça? Alors, cette déduction comme quoi Titi peut voler, elle n'est pas valide et correcte. C'est-à-dire que quelque chose qui est valide, ça veut dire que quand il est dévérifié, il restera toujours vérifié. Correct, donc ça devient donc c'est un théorème, donc ça sera toujours vérifié. Alors, au fait, il ne sera pas, 3 ne sera pas correct et valide. Pourquoi? Si je vais rajouter une nouvelle connaissance. Si je dis que, au fait, Titi, c'est une autruche. Vous savez que les autruches sont des oiseaux, d'accord? Sauf que toutes les autruches, elles ne volent pas. À ce moment-là, si je vais rajouter l'information 4, comme quoi le fait que Titi soit une autruche, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, l'insertion 3, qui a été déduite à partir de A et 2, elle va être rétractée, elle va être supprimée, elle n'est plus valable. Elle est plus valide puisque la nouvelle information va automatiquement annuler l'assertion 3 du moment qu'on on sait que toutes les autruches, elles ne volent pas. Donc là, a l'exemple qui est très simple, qui modélise justement cette notion de non-monotonie. Ça va pour l'exemple? Donc la Oui, propriété, ça va. ça va? Oui. Oui, ça va. Bien. Ok. Donc justement, la propriété de monotonie, elle s'oppose au raisonnement, à la formalisation du raisonnement révisable, parce que quand on dit monotone, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de réviser. Or, l'humain, au fait, il est toujours en monotonie. Alors, c'est quoi justement? Si vous avez un ensemble de formules P1, P1, donc ça, c'est l'ensemble. euh, d'accord? Donc, si j'ai un ensemble E composé de n formules, si je peux, à partir de cet ensemble-là, de n propositions, je vais faire Q, yes, yes. Et si je rajoute une nouvelle information R à ce même ensemble, formé de P1, P1, d'accord? En principe, je suis censée aussi inférer Q, puisqu'on a cet ensemble-là étant inclus dans ça. Donc, tout ce que je peux déduire à partir de celui-ci, je dois le retrouver dans le grand ensemble. D'accord? Mais au fait, bien évidemment, ça veut dire que s'il était valide, c'est-à-dire tout modèle euh, donc là, c'est un peu pour dire, c'est-à-dire qu'au fait, il restera valable. Alors là, c'est pas dans cette notion-là, en fait, elle n'est pas toujours vérifiée quand on est en présence d'un ce qu'on appelle un raisonnement révisable. D'accord? Un raisonnement justement révisable, lui, n'est pas valide
dans le sens où la validité, ça veut dire que quand je déduis un fait, et ce fait-là restera toujours vérifié. Donc, il va falloir avoir une logique non monotone. Donc, il faut construire une logique non monotone. Pour cela, il est nécessaire de définir un autre type de relation d'inférence, parce que l'inférence classique, quand à partir d'un ensemble d'informations, j'infère une proposition P, cette proposition restera valide. D'accord? Ça veut dire qu'on doit construire une relation d'inférence qui permet de tirer des conclusions qui ne sont pas vérifiées dans tous les modèles possibles. Ça veut dire qu'il y aura des modèles pour lesquels ça ne sera pas vérifié. Par exemple, pour la plupart des cas, ça va marcher, mais ce n'est pas vrai pour tous les modèles. Ça veut dire que le tout, là, il va falloir lui donner une autre signification, puisqu'il y a des cas où ce n'est pas vérifié ou ce n'est pas valide. Voilà. Donc, un système d'inférence formalisant un raisonnement révisable doit permettre d'obtenir des formules en fait, plausibles, c'est plus valide, mais ce sera plus possible parce que si c'est valide, ce sera toujours vrai. D'accord? Mais ce sera plausible, ça veut dire ils peuvent être inférés à partir des prémices, à partir des formules qui sont consistantes avec l'état actuel. D'accord? Les problèmes peuvent être, donc, au fait, d'un point de vue plausibilité. Par exemple, que la conclusion, si je prends à l'exemple de Titi, la conclusion 3, qui disait que Titi peut voler, n'est pas une conséquence valide de 1 et 2. Mais elle est consistante. Pourquoi elle est consistante? Parce qu'il y a des modèles où ça marche. Dans la plupart des modèles, ça marche. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas inconsistant. Il y a pas il y a au moins, il y a beaucoup de modèles pour lesquels ça marche. Il y a une consistance. Mais par contre, il n'y a pas une validité puisque ce n'est pas vrai tout le temps. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle appartient à une image du monde. Donc, c'est quoi cette image du monde? Il y a beaucoup d'images. Donc, pour tous les oiseaux au fait de voler, d'accord, sont des images réelles. C'est-à-dire que c'est des cas vrais. Les exceptions pour lesquelles la formule ne sera pas vérifiée, ce sera les exceptions. Les exceptions, c'est les races, c'est les catégories d'oiseaux qui ne volent pas, qui sont connus. Entre autres, vous avez l'autruche. Ça marche. Donc, on va dire qu'elles appartiennent à une image du monde. D'accord? Donc, qui est possible, au fait, il y a des images du monde où à partir de 1 et 2, je déduis 3. Mais cette conséquence n'est pas valide tout le temps, puisqu'il y a puisqu'au fait, il y a des contradictions. Donc, ce n'est pas valide. De révisabilité, pourquoi donc cette notion de révisabilité, au fait, est donc associée à la notion de consistance. Donc, si on prend en compte l'information 4 comme quoi le titi est une autruche, sachant que toutes les autruches, sachant que les autruches qui sont des oiseaux et que toutes les autruches ne volent pas, ça veut dire que 3 doit être supprimé. Ça veut dire que la logique non monotone, elle permettra d'inférer des formules qui sont consistantes entre elles et consistantes avec un certain nombre donc de formules, mais pas avec l'ensemble. Donc, si vous rajoutez des ensembles, elles peuvent ne pas être consistantes. Donc, les formules inférées ne seront pas toujours des tautologies et ne seront pas toujours valides quand on est dans un contexte de raisonnement révisable. Ça veut dire on remet en cause ce qui a été déduit au préalable avec l'arrivée de nouvelles connaissances ou nouvelles informations. Alors, le raisonnement non monotone, à quoi il est dû? En fait, il y a plusieurs classes, mais là, on va distinguer deux classes. Au fait, le raisonnement peut être révisable parce qu'on n'a pas, les connaissances ne sont pas connues tous, ou bien elles sont imparfaites, donc elles peuvent être incertaines, imprécises, incomplètes, etc., etc. C'est le cas. En fait, le cas général, c'est que là, quand il fait des inférences, il n'a pas toujours toutes les connaissances pour faire ses déductions. Il le fait à partir d'un état partiel du monde. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a ce changement, il y a ces révisions de croyances. D'accord? Donc, le raisonnement est révisable parce qu'il est conjoncturel ou incertain, d'une manière pas uniquement incertaine, réellement imparfait. En fait, les connaissances sont
pas toutes les connaissances qui sont vérifiées. On n'a pas les connaissances, on n'a qu'une connaissance partielle et les connaissances qu'on a, elles sont incertaines et conjoncturelles. Ça veut dire que de type que généralement, les objets de type X ont la propriété P. Donc, si je dis qu'en général, c'est comme tout à l'heure, les oiseaux volent. Donc, si généralement les objets de type X ont la propriété P, si on prend n'importe quel individu A qui est un objet de type X, alors je vais dire que vraisemblablement, je ne vais pas dire que c'est sûr, parce que je n'ai pas dit, ça aurait été sûr, au lieu de dire généralement, j'aurais dit quel que soit, dire tous les objets du type X ont la propriété P. Donc, par exemple, dire tous les étudiants sont des bacheliers. Là, ce qu'il a fait que soit X étudiants de X implique bachelier de X, yes. Par contre, si je dis que généralement les étudiants sont majeurs, ils ont plus de 18 ans, là, je n'ai plus le droit de dire quel que soit. Mais je dis que vraisemblablement, parce que si vous prenez la masse des étudiants, les bacheliers, en fait, le bac, on l'a à partir de 18 ans, après un certain nombre d'années d'études, sachant qu'on rentre à l'âge de 6 ans. Donc, c'est à 18 ans qu'on est censé pour avoir son bac, mais seulement des gens qui sortent des classes ou encore qui rentrent à 5 ans. Donc, il y a des cas d'exception. Mais en général, vraisemblablement, un bachelier, quand il a son bac, disons, on va dire qu'il est majeur. Donc, on va dire que si Titi est un oiseau, si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, alors je vais te dire que vraisemblablement, Titi vole. Parce qu'on a typiquement un oiseau vol, la plupart des oiseaux volent, etc. Donc, ce raisonnement, il est, euh, il est incertain, il n'est pas réellement euh, sûr, et un complément d'information peut amener à le réviser. C'est ce qui s'est passé quand on a rajouté l'information comme quoi Titi est une autruche. Ça, c'est la première, si on veut, cause de la non-monotonie, du raisonnement. En fait, c'est le raisonnement, on avait dit le cas, c'est que la première classe, c'est le raisonnement révisable parce qu'il est incertain, conjoncturel. La deuxième classe, c'est autre chose, c'est, et c'est ce qui se passe aussi dans beaucoup de cas, en fait, on raisonne par rapport à l'état de connaissance. C'est-à-dire, à partir de mon état de connaissance, je vais déduire telle ou telle chose. Par exemple, un exemple simple, et c'est des cas qui existent, des cas réels, hein, donc ne me connaissant pas un frère aîné, j'en déduis que j'en ai pas. Donc, il y a des gens, en fait, par exemple, euh, il y a des personnes qui ont d'autres enfants et ils se sont mariés avant ou après, etc. Et ils ont eu des enfants avec deux femmes, par exemple, différentes, et sans que les enfants de la première ou de la deuxième, enfin, les uns ne se connaissent pas. Donc, un enfant, par exemple, un garçon d'une famille, en fait, il pensait qu'il était l'aîné, qu'il n'avait pas de frère avant lui, bien de frère ou de sœur. Il pensait qu'il était aîné, que c'était l'aîné parce qu'il ne savait pas que, par exemple, son père était déjà marié, qu'il avait avant sa maman avec une autre femme et qu'il avait des enfants. Donc, par rapport à son état de connaissance, il s'est dit, je suis l'aîné. Je n'ai pas de frère d'aîné, je suis l'aîné et je n'ai pas de frère avant. Il n'y a pas un autre enfant avant moi. C'est par rapport à un certain état de ses connaissances. Il se pourrait que cet état-là, cette déduction-là ne soit pas vérifiée parce qu'il n'a pas toutes les connaissances. D'accord? Donc, si j'affirme que je n'ai pas de frère aîné, ce n'est pas parce que il n'en a pas, il peut en avoir, mais par rapport à son état de connaissance, il dit que je n'en ai pas. Là, et le mécanisme de raisonnement ici est différent, il est ici introspectif et repose que sur l'hypothèse que toute la connaissance relative au problème est donnée. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il a dit que je n'ai pas de frère? Parce qu'il se dit que si j'avais un frère, je le saurais. D'accord? Donc, on peut exiger que ce raisonnement qui soit effectué d'une façon certaine, sous l'hypothèse que toutes les informations pertinentes sont données, d'accord? Elles sont connues et elles sont correctes et tout ce qui n'est pas donné est faux. Ça veut dire, puisque je n'ai pas l'information comme quoi j'ai des frères aînés, ça veut dire que je n'en ai pas. Donc, pour moi, c'est le cas. Mais réellement, euh, est-ce que c'est- c'est- est-ce que l'humain, dans des conditions donc normales et tout, est-ce il raisonne avec des connaissances certaines et tout ce qu'il ne connaît pas, c'est des connaissances qui sont fausses? On est bien loin de là, d'accord? Donc là, en fait, le caractère révisable du raisonnement, il provient du fait que le raisonnement
il est relatif à un état de connaissance. Ça veut dire qu'on n'a pas toute la connaissance, mais c'est par rapport à un état de connaissance. Donc là, c'est de nature différente, mais dans les deux cas, c'est des raisonnements qu'on appelle révisables. Alors là, c'était une introduction par rapport à la logique non monotone. C'est maintenant qu'on va entamer la logique des défauts. Donc, la logique des défauts, en fait, c'est une des logiques, c'est une des premières logiques qui a essayé de modéliser le raisonnement non monotone. D'accord? Est-ce qu'on a compris cette notion de non monotonie un peu? Ça va? Il n'y a pas de questions? Ça va. OK, donc on continue. C'est là où on commence la logique des défauts. Alors, le raisonnement, bon, c'est une logique qui est assez, enfin, elle a été définie par Reiter en 80, mais en fait, c'est une logique qui est assez robuste et qui permet réellement d'un peu de modéliser le raisonnement monotone. Alors, le raisonnement par défaut, comment voilà, il s'élance, mais il s'analyse comme suit. Alors, vous connaissez tous la règle A implique B, ou la C, d'accord? Si. L'application, vous la connaissez? Oui? Alors, prenez l'application, dire si A est vrai, d'accord, alors C est vrai. Donc, si A est vrai, automatiquement, c'est il est. Mais cette application, bien évidemment, elle n'est pas très exploitable dans le cas du raisonnement humain, parce qu'en fait, elle modélise pas, elle n'arrive pas à modéliser toutes les situations. Alors, comment est-ce qu'on va le raisonner? Comment est-ce qu'on va partir de A implique C? Qu'est-ce qu'on va rajouter à ça pour représenter le raisonnement non monotone? Alors, on va dire que si A est déductible à partir d'une certaine description du monde, ça veut dire que A est vrai, d'accord? A, il est déductible à partir de C. Ça marche? Ça, c'est A est vrai. Alors, quand est-ce que je vais déduire C? Je ne pourrais pas le déduire directement. C'est pas A implique C. Si j'avais A implique C, à chaque fois que j'ai A vrai, automatiquement C il est. Là, A est vrai. Quand est-ce que je pourrais déduire C? Je vais mettre un frein. Je vais dire que à partir de A, voilà, à partir de A, je vais déduire C à condition que rien n'indique que je suis dans une situation exceptionnelle B. D'accord? Ça veut dire que euh, cette partie-là de B1, B1, donc ça va en fait conditionner la déduction de C à partir de A. Ça veut dire que c'est quoi la relation avec la non-monotonie? Ça veut dire si je n'ai pas d'informations sur B, on peut conclure C à partir de A. Par contre, mais si on a de nouvelles informations, enfin C peut ne plus être déductible. Donc ça va, donc la déduction de C à partir de A, elle est conditionnée à partir de ces formules-là qu'on va mettre là pour un peu conditionner la déduction de C à partir de A. Alors, on se place ici, en fait, comme on voit un défaut, ben, un défaut, il est comme ça, représenté comme suit. On définit un défaut comme suit. Donc, il y a une formule ici et une autre, et là, on a une formule. D'accord? On a donc n plus 2 formules. C'est la condition, c'est comme dans la prémisse. C'est comme dans le règle A implique B, implique C, pardon. Donc A, c'est la condition, c'est ce qu'on appelle le prérequis du défaut. Ça, c'est la représentation d'un défaut. Hein. Le C, c'est les conséquents, on a compris. Donc c'est A est vrai, implique C, vrai. Une condition que là, c'est la partie BN de 1 à N, c'est la partie justification. Qu'est-ce qu'elle va faire ça? Eh bien, elle va conditionner la déduction de C à partir de A. Comment est-ce qu'elle va le conditionner? Elle va le conditionner comme suit. Comment je vais lire un défaut? Un défaut, je vais dire si A est vrai, donc c'est une conséquence de la théorie. Et si là j'ai une formule, et si aucun DBI n'est nié par la théorie, n'est nié, ça veut dire que la négation d'aucun BI n'est vrai,
aucun BI n'est nié, c'est-à-dire la négation d'aucun de ces BI n'est vérifiée. À ce moment-là, je vais dire que C est aussi une conséquence de la théorie. Je répète, un défaut se lit de la manière suivante. Si A est une conséquence de cette théorie, donc il est vérifié. Si, quel que soit I, les BI ne sont pas liés ou quelque chose, leurs négations ne sont pas vérifiées, ils ne peuvent pas être déduits. À ce moment-là, C va être une conséquence de la théorie. Donc, je veux dire, je peux déduire A, C à partir de A si aucun BI n'est nié. Est-ce qu'on a compris la philosophie générale d'un défaut? Il faut comprendre étape par étape parce que c'est un peu compliqué. Alors, est-ce que ça va pour la première, pour le défaut? Tout le monde a compris c'est quoi un défaut? Et la différence entre A implique B, A implique C plutôt. Est-ce que ça va? Alors, le non. Vous n'avez pas compris? Si A implique C, ça va? Par exemple, on dit s'il pleut, je prends ma parapluie. C'est implique B. Yes ou non? Yes. Oui. Voilà. Je dis s'il pleut, je prends ma parapluie. Donc ça, c'est une règle classique. Pluie implique le parapluie. Yes? Oui. Mais non, si tu dis généralement quand il pleut, on prend un parapluie, ça change. Pourquoi? Ben, c'est pas dans tous les cas où il y a de la pluie, je vais prendre un parapluie. Je vais conditionner le port du parapluie par rapport à quoi? Ben, ça dépend de ce que je vais faire. D'accord? Donc, je ne vais pas dire je prends tout le temps, je vais dire je prends le parapluie. Lorsqu'il y a des prévisions, ils vont dire que réellement, il va y avoir un certain nombre de millimètres, c'est-à-dire il y aura de fortes pluies. D'accord? À ce moment-là, je vais prendre. C'est-à-dire, c'est pas à chaque fois qu'il pleut, je vais automatiquement prendre. Ce serait une application juste. Je vais dire à partir de A. Donc, s'il pleut, je vais prendre le parapluie à condition que quoi? Ben, ça dépend. À condition que, par exemple, ils ne vont pas dire qu'il va pleuvoir juste ou bien une heure là la journée, ou bien une petite demi-heure, ou bien quelques millimètres. D'accord? Donc, en fait, je vais conditionner l'application de C à partir de A. Ça va? On va voir un exemple, hein. Parce que si A implique C était vérifié, à ce moment-là, ça quoi implique C, je vais trouver dans W, c'est-à-dire que ce sera vrai. Oui ou non, quelconque, quel que soit. La formule, si je dis A implique B, là, elle va appartenir à W. Alors, regardez ici, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la logique classique et on a vu la logique modale. D'accord? Alors, dans les logiques classiques, on avait le world. On n'avait qu'un seul ensemble, soit composé des formules d'algèbre d'ordre 1 ou bien d'ordre 0. Dans W, le world, toutes les formules sont vraies. Tout le monde est d'accord? Ça, c'est dans les logiques classiques, c'est-à-dire d'ordre 0, d'ordre 1. Ça marche. Et puis, on a vu la logique modale. Alors, dans la logique modale, on n'a pas qu'un seul world. Ensemble. On a des modèles. On a un ensemble de modèles. Quand vous vous rappelez, on avait dit que dans un modèle, il y a plusieurs mondes déjà. Et après, tous les agents qui appartiennent à ce monde croient, par exemple, les formules où c'est vérifié. Là, c'est bien. On a étendu. Ça marche. Donc, c'est le Word qui a été étendu. Mais ça reste le Word. Là, la logique des défauts, je vais rajouter autre chose au Word W. D'une part, je vais avoir des connaissances qui sont totalement vérifiées, exprimées soit en logique d'ordre 0 ou d'ordre 1. Et à côté de ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'ensemble des défauts. OK? Donnez-moi un défaut, une règle où vous êtes généralement. Allez-y, donnez-moi des exemples. Allez, je vous écoute. Des règles où on a généralement. Allez, j'attends votre réponse. Alors, je vais aller dans la production.
Par exemple, quand on dit en général, les filtres améliorent le processus de reconnaissance des images. Il y a une différence de dire ça et de dire tous les filtres améliorent. Oui ou non? Ça dépend du type de reconnaissance. C'est pas tous les filtres, d'accord? Il y a des types de reconnaissance qui, au fait, que les filtres n'améliorent n'importe rien. Ce n'est pas tous les filtres qui améliorent, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Donnez-moi un exemple de règle comme ceci, qui vous concerne. Est-ce qu'on a l'application? Est-ce que l'application, on a beaucoup de réellement d'applications dans notre cerveau? Est-ce qu'on a plus de type A implique B ou encore du type en général, etc. Allez, je vous écoute, participez. On a beaucoup plus de type en général, généralement. Pas toujours sûr. Voilà, donc c'est ça. Au fait, comme vous l'avez dit, au fait, en général, est très utilisé, c'est des règles générales. Il y a pas de connaissances qui soient toujours vérifiées, même l'application. Par exemple, dire quand la température supérieure à 37, alors automatiquement prendre un doliprane. C'est pas ça, oui ou non? Mais on va dire, ça dépend des personnes, oui ou non? On va dire en général, une personne qui atteint 39 degrés, on peut lui donner du doliprane. Mais des fois, il y a des gens à 39, ils supportent la température, oui. D'autres à 37,5, déjà, ils sont fébriles, ils ne peuvent pas se mettre debout. Et ça dépend de la tranche d'âge, ça dépend si la personne a d'autres antécédents de maladie. Et à d'autres à 40 degrés, ben, il est bien, il marche. Par exemple, le Covid, il y a les gens qui ont eu les mêmes symptômes. Ben, il y a des gens qui ont eu des symptômes, des petits symptômes, ils sont tombés gravement malades, ils ont été hospitalisés. Il y a d'autres qui avaient des symptômes lourds, mais finalement, ils ont pu parce que leur corpulence permettait ça, etc. Donc, on ne va pas dire que toutes les personnes qui ont eu le Covid ont été hospitalisées, ou bien là, il y a aussi des diabétiques, par exemple, et des gens qui étaient, comment on appelle ça, les maladies, comment ça s'appelle? Les maladies, comment ça s'appelle? J'ai oublié le terme. Comme le diabète, les maladies, bon, ils ont un qualificatif, c'est-à-dire qu'on va dire qu'en général, les hypertendus et les diabétiques ont eu le Covid de lourd ou bien long, etc. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. D'accord? Donc, on va dire tous les diabétiques ont eu un Covid lourd, mais on va dire en général, la plupart des cas, vraisemblablement, on va analyser les choses. Donc, on a plus des règles de type en général que des applications. Les applications, il faut les chercher. C'est pas difficile d'en trouver. C'est ce qu'on a compris. Il y a beaucoup de paires de choses il y a beaucoup de paramètres au fait qui conditionnent l'applicabilité de C à partir de A. Ça marche? Donc, on revient à ça. Donc, au fait, on va pas. Alors, jusqu'à présent, on n'a vu que des Word, que des W. Au fait, maintenant, on va additionner à W un ensemble de défauts. Et on va parler de théorie. Donc, la logique des défauts, on n'a pas le world tout court, on n'a pas le monde comme dans le cas classique. On n'a pas la notion donc de modèle comme dans le contexte de modèle, dans lequel il y a des mondes, dans le contexte de la logique modale, mais on a des théories. Dans cette théorie delta, on a deux parties. La première partie, c'est W, donc c'est les connaissances qui sont vérifiées. Par exemple, dans le cas de la médecine, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce W? Eh bien, on va retrouver l'anatomie de l'être humain sain. Oui ou non? Un être humain sain, on sait ce qu'il y a. Son corps, il y a le cerveau, il y a une tête. Dans la tête, on sait ce qu'il y a. Après, il y a le parti tronc. Yes, et les membres. Il y a les membres inférieurs, les membres supérieurs. On connaît le nombre de membres, la composition de chaque membre. Puis l'abdomen, on sait ce qu'il y a, tous les organes, où est-ce qu'ils sont toutes les veines, tout est connu. Est-ce que c'est d'accord? Donc, on a l'anatomie d'un homme sain. Ça veut dire qu'il n'a pas d'anomalie, de pathologie. Donc, ça, c'est W, c'est vrai. Tout être humain sain, il est composé de telle et telle et telle et telle partie. Là, c'est vrai, ça appartient à W. Par contre, il y a des règles, par exemple le diagnostic. Par exemple, dire en général, une personne qui est hypertendue, qui est diabétique, qui est en surpoids, a de fortes chances, ou bien en général, elle va développer des problèmes cardiovasculaires. Oui ou non? Là, ce ne sera pas dans W, parce que ce n'est pas toutes les personnes qui sont diabétiques, hypertendues et obèses
En surpoids, ce n'est pas toutes ces personnes-là qui vont faire un problème cardiaque. C'est des facteurs à risque, ça veut dire que c'est vrai dans la majorité des cas, mais ce n'est pas vrai dans tous les cas. Dans ce cas-là, ça sera pas, cette information, connaissance-là, ce ne sera pas dans W comme dans le cas de l'anatomie, mais on va la mettre dans le cas de, dans le défaut, dans l'ensemble des défauts. Et l'humain, il est comme ça, donc dans sa tête, il a des connaissances qui sont totalement certaines et il a un ensemble quand même important de défauts. Et dans le diagnostic médical ou autre, il n'y a que ça, il y a en général, en général, en général, en général. Et c'est pour ça que quoi? C'est pour ça que quand vous allez chez le médecin, des fois avec les mêmes pathologies, vous allez chez deux médecins, même s'ils ont le même nombre d'années de compétences, etc., et vous pouvez avoir deux diagnostics totalement différents. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas que W. S'ils avaient que W, il n'y a pas de problème. Ils auraient fait les mêmes conclusions. Mais comme il y a les défauts, et les défauts, ça va dépendre dans quel ordre ils ont été traités. Donc, ça peut mener à plusieurs voies possibles. D'accord? Est-ce que vous avez compris? On va voir comment ça fait calcul. Il faut juste comprendre le principe général. Hein? D'accord? Ce n'est pas la peine de vous en faire puisque on va voir après des exemples. Il faut juste aujourd'hui, le but c'est de comprendre. En plus, c'est une logique qui n'est pas facile à comprendre. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est un peu pour introduire cette notion de théorie de défaut, qu'il n'y a pas que W, on a enrichi W avec un ensemble de défauts et qui va en fait probablement, ou bien dans le cas général, à un problème avoir plusieurs solutions possibles. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on parle de la théorie des défauts. Là, vous suivez, parce que c'est un algorithme qui est important. Donc, dans la théorie dans la logique pardon, des défauts, on va définir une théorie delta. Oups, voilà. Une théorie delta sera composée de deux parties. D'une première partie composée de W et de deuxième partie de défaut, tel qu'un défaut à la forme suivante, comme on va le répéter, A, B1, BNC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si A est vrai et aucun B n'est nié, alors je vais déduire C. D'accord? Donc là, voilà ce que c'est qu'un défaut. À ce moment-là, ce qui est important, c'est quoi? Si j'avais que de W, comme on a vu en logique classique, je vais avoir dans THS de W, voilà, regardez, je reviens sur les logiques classiques, sur la monotonie. Alors, on avait où la monotonie? Alors, la monotonie, on l'avait où? Voilà. Donc, si j'avais que W, d'accord? Donc, dans THS de W, regardez, si j'avais que W, le word, je vais avoir THS de W, ça va contenir toutes les formules que je peux déduire à partir de W et du système déductif S. Ça marche. C'était en logique classique. D'accord? Maintenant que j'ai rajouté à E ou bien à W ici des défauts, ça veut dire que je ne vais pas retrouver uniquement tout ce que je peux déduire à partir de W. Je vais aussi à des choses qui vont être déduites à partir des défauts. Et c'est pour ça que j'aurai besoin de cet algorithme-là. Il va me calculer quoi? Qui va me calculer, voilà, qui va me calculer cet ensemble-là. D'accord? Donc, on va voir c'est quoi cet ensemble-là. Cet ensemble-là, c'est un ensemble de formules en fait, qui va englober, qui va pouvoir être déduit à partir de W et D. Alors, soit eux, on va prendre euh, un ensemble quelconque de formules. D'abord, on va définir qu'est-ce qu'un ensemble qui soit déductivement clos. Comme son nom l'indique, déductivement clos, ça veut dire qu'on ne peut plus rien lui rajouter. D'accord? Alright. Ça veut dire, si vous prenez juste un exemple, si vous prenez que A, un ensemble A, ou bien AB, est-ce que l'ensemble AB est déductivement clos? On est en logique propositionnelle, d'accord? Yes. Vous prenez un ensemble, il y a deux propositions, A, virgule, B. Est-ce qu'il est déductivement clos?
Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on ne peut plus rien lui rajouter? Il contient que AB, il restera que AB. Ça, c'est de la logique, ça n'a rien à voir avec RCR, hein? Allez, répondez. Répondez à la question. Si j'ai un ensemble formé de deux propositions A, virgule, B, est-ce que je peux dire que cet ensemble est déductivement clos? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien, on ne peut rien lui rajouter. Il est clos par déduction. Déductivement clos. Alors, ça c'est de la logique classique, ça n'a rien à voir avec RCR encore une nouvelle fois. Non, J'attends votre réponse. Pardon? je pense que je pense que non, parce qu'on pourra toujours ajouter des informations à Très bien. deux Très bien. propositions. Si A est très bien, si A et B est vrai, donc A implique B est vrai, A ou B est vrai, A et B et non C est vrai, ou pardon, A et B ou non C est vrai, etc. Donc en fait, on peut à l'infini, oui ou non, rajouter de nouvelles formules qui sont déduites à partir de A et B. D'accord? Donc en fait, A virgule B, je peux déduire en logique classique uniquement ce que je peux déduire à partir de AB, c'est un ensemble, on va dire infini, de nouvelles formules qui soient vraies. Puisque, donc, en utilisant les sémantiques de tous les opérateurs logiques. D'accord? Donc, en fait, on va dire qu'il n'est pas déductivement clos. Justement, quand est-ce qu'on dit qu'un ensemble est déductivement clos? Quand on ne peut plus rien lui rajouter. Et comment on exprime ceci? Alors, je reviens là. Alors, un ensemble E sera dit déductivement clos lorsque E égale TH S de E. Ça veut dire qu'il contient tout ce qu'on peut déduire à partir de E et du système déductif. Là, right? Donc là, c'est juste une proposition voilà, qu'on va utiliser. Voilà. On prend l'algorithme, on va l'analyser étape par étape. Alors, au fait, cet algorithme-là, il nous permet de calculer ce gamma d'état de E. C'est le plus petit ensemble qui contient W. Pourquoi est-ce qu'il contient W? Parce que les connaissances qui sont dans W sont vraies. C'est des connaissances qui sont exprimées soit en logique d'ordre 0 ou d'ordre 1. Ces connaissances sont totalement vérifiées. D'accord? Donc, elles sont vraies. Right? Il doit être déductivement clos, ça veut dire qu'il doit tout englober. On va voir comment est-ce qu'on peut l'exprimer, ça. Après, alors W, c'est des connaissances qui sont vérifiées, là, il n'y a pas de problème. On les met dans cet ensemble-là. Après, on va observer ses défauts. Tel qu'un défaut, on rappelle c'est quoi un défaut, voilà. A de la forme A, B1, B1, C. En français, on a dit si A est vrai, si aucun BI non BI n'est vérifié, alors je déduis C. Ça, c'est en français. Comment on va exprimer ça mathématiquement? On va l'exprimer comme suit. Voilà. Dès que pour chaque défaut de la forme A, B1, B1, C, si A est déjà dans cet ensemble-là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire soit A était dans W, ou bien c'est un conséquent d'un défaut qui a déjà été appliqué. Alright? Alors, qu'est-ce que je vais dire? Donc, je vais prendre ici, si A appartient déjà à cet ensemble. C'est comme vous avez la règle, comme tout à l'heure, je dis s'il pleut, alors je prends le parapluie. Ben, s'il ne pleut pas, est-ce que la règle est applicable? Comme aujourd'hui, il ne pleut pas. Est-ce que cette règle-là, je vais l'utiliser? Est-ce que je vais utiliser l'application? J'ai une règle qui dit s'il pleut, je prends le parapluie. Oui ou non? Il ne pleut pas. Donc, cette formule-là, je ne vais pas l'appliquer, oui ou non? Parce que la prémisse n'est pas vérifiée. Est-ce qu'on est d'accord? Oui ou non? D'accord. Là, la même chose. Si par exemple, je parle des oiseaux, en général, les oiseaux volent. Si je suis en train de parler des chiens, si X est un chien, donc la règle, la plupart des oiseaux volent n'est pas concernée par ce X. Si je prends Lassie est un chien, d'accord? Donc, pour X égale à Lassie, donc cette règle ne m'intéresse pas, puisque Lassie n'est pas un oiseau. On s'en fout s'il vole ou ne vole pas. Enfin, du moins, on s'en fout de ce défaut-là. Yes. Donc, si A n'est pas vérifié, si A, pardon, est vérifié,
Ça veut dire que le défaut, je vais m'intéresser à ce défaut-là. Je vais l'utiliser pour voir est-ce que je peux déduire C à partir de A en tenant compte des contraintes imposées par B ou pas. Si A n'est pas vérifié déjà, donc tout le défaut ne m'intéresse pas. Je n'ai pas à l'étudier puisque A, son prérequis n'étant pas vérifié, donc on va dire que A n'est pas utilisable. Pas A, pardon, le défaut. Le défaut n'est pas utilisable du moment que son prérequis, lui, il n'est pas vérifié. Donc, le défaut, il n'est pas utilisable. D'accord? Maintenant, donc je reviens à ça. Donc, si A appartient à gamma data de E, c'est-à-dire soit il était déjà dans W ou bien j'ai déjà déduit. Et si quel que soit I appartenant à un N, parce que je rappelle que la partie justification, elle est formée de N formules, je dois rassurer que pour tout I, non BI ne pourra jamais appartenir à l'extension. C'est là la difficulté de l'algorithme. Voilà. Il faut que je m'assure que non BI ne pourra jamais appartenir à l'extension. Alors, je vais dire que c'est le conséquent à ce moment-là va appartenir à gamma data 2. Alors, vous faites attention entre cette condition-là et celle-ci. Alors, si A appartient déjà à cet ensemble, je vais dire qu'il est utilisable. Je vais m'intéresser à la partie justificative pour m'assurer que KMCBI ne pourra appartenir à eux. Et eux qui sera, au fait, ça sera considéré comme une extension. C'est à ce moment-là que je vais rajouter le conséquent en gamma delta 2. On va prendre un exemple. Peut-être que je vais prendre l'exemple du TD. Est-ce qu'il y a un exemple simple pour comprendre euh, ouais, si on peut faire ça. Ouais, oui. On peut prendre ça si on veut, mais bon. J'aurais voulu prendre un autre plus simple. On va commencer par un cas simple d'abord, puis on verra les cas complexes. On peut prendre celui-là, c'est pas grave. Ça. Euh, euh, bon, est-ce qu'on peut le prendre? On peut prendre ça si on veut. Mais bon, c'est un cas particulier, mais c'est pas grave. Alors, regardez, bon, c'est un cas particulier. J'aurais pas voulu commencer par ça. Attendez, je vais chercher un autre exemple, peut-être plus simple. Puisque l'exemple du cours, j'ai envie de changer d'exemple. Je vais essayer de prendre un autre exemple. Euh, on peut prendre celui-là, si on veut. Voilà, on peut prendre cet exemple-là, regardez. Voilà, on peut prendre. C'est lisible, vous voyez, c'est bon? Voilà. Ça marche, vous voyez l'exemple? Oui, ça va, c'est Oui, lisible. ça va, c'est lisible. Alors, pour vous envoyer l'exemple. Alors, regardez cette théorie des démons. On a dit qu'une théorie, yes, est composée de deux parties, de WD. Alors là, c'est une théorie avec la logique de Dorsey-Fromm parce que les connaissances, c'est des propositions. Même les défauts sont des formules propositionnelles. D'accord? Alors, ce qu'on a ici, on a dans WP et Q. P et Q, c'est des connaissances qui sont vérifiées. D'accord? Ça marche? OK. Alors, D, c'est un ensemble de défauts. On a 1, 2, 3, il y a 4 défauts. C'est des règles, donc 4 défauts. All right? Le premier défaut, c'est PRR.
Alright. Le deuxième, c'est R, non T et S. On va mettre non T si on veut, on va pas prendre le S, on va prendre juste non T, d'accord? Q, non V et non R, V, V. On va simplifier ici, on n'aura pas de S, hein, on n'aura pas de S. On a uniquement R, non T, non T. On va commencer par des choses quand même simples. Alright. Alors là, c'est important parce que ça veut dire quoi? Là, ça veut dire que si P est vrai, si je prends le premier défaut, si P est vérifié, alors si je prends le premier défaut, quand est-ce que je pourrais déduire R à partir de P? Il faut que P soit vrai. Déjà, on voit bien que alors on a mis D1, D2, D3, T4, d'accord? Suivez, c'est un exemple qui va vous permettre en principe de comprendre un peu le souci, enfin le mécanisme de l'algorithme, d'accord? Si je prends le premier défaut, ça, le P, c'est son prérequis, ok? R, c'est son justificatif, et R, c'est en conséquent. Déjà, quand vous voyez un défaut comme de tous les défauts qu'il y a là, si vous voyez bien la différence, la particularité, c'est que la partie justificative, elle est identique à la partie conséquent. Quand un défaut, il a sa partie justificative et identique à la partie conséquent, on va dire que ce défaut est normal. Et lorsque dans la théorie, tous les défauts sont normaux, comme ici, vous voyez bien que la partie non T, ici, c'est non T, là, c'est non V, là, c'est V et V. Quand dans une théorie, tous les défauts sont normaux, alors on va dire que la théorie, elle est normale. C'est le cas ici. On va revenir sur ça plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est comment interpréter les défauts. Donc, si je prends D1, il dit, qu'est-ce qu'il dit D1? Si j'interprète en français, il dit si P est vrai, et si non R, écoutez bien le verbe que j'utilise, le ton des verbes, d'accord? Donc, si P est vrai maintenant, et si non R, la négative, non R ne pourra, je parle du futur, ne pourra jamais être déduit. Il faut s'assurer que non R ne pourra jamais être déduit. C'est à ce moment-là que je vais déduire R à partir de P. Est-ce que vous avez compris? Yes. Correct. Alors, quand dans un défaut, le justificatif est vrai. Alors, regardez ici, P est vrai. Donc, on va dire que P est vrai. Pourquoi P est vrai? Parce que P appartient à W. Oui? W, c'est des connaissances qui sont vérifiées. Donc, ils vont appartenir à gamma data 2. Donc, je rappelle l'algorithme, il est écrit encore ici. Voilà. Alors, si j'ai un ensemble de théories delta qui est composé de WE, de WD, pardon, d'accord, D est un ensemble de défauts, comme dans l'exemple. Alors, E est une extension, donc on va revenir sur ça. Donc, cet algorithme, oui, ça c'est important. Cet algorithme, tout ça, voilà, il permet de calculer, non, de là à là, première fois, voilà. Tout cet algorithme-là, c'est pas vrai. C'est ça sur la première partie, voilà. Alors, cet algorithme-là, il vous permet de calculer cet ensemble, gamma data de E. Ça, c'est important à savoir. Cet ensemble-là va être considéré comme une extension si j'ai cette égalité, si E égale à gamma data de E. On va revenir sur ça. Alors, on a dit que comment est-ce qu'on calcule cet ensemble, le gamma data de E? On le calcule comme suit. On va dire que c'est le plus petit ensemble, donc il doit être le minimum, minimal, d'accord? Il contient W parce que toutes les connaissances, encore une fois, dans W sont vraies. Il doit être réductivement clos, donc on doit tout englober. C'est pour ça qu'il faut utiliser le TH et non pas juste l'ensemble, on y reviendra. Et pour tel que pour chaque défaut de type A, B1, BNC, si A qui est son prérequis, s'il est déjà, il est vérifié, ça fait déjà dans gamma data de E. Quand est-ce qu'il est dans gamma data de E? Soit parce qu'il était déjà dans W, ou encore c'est le conséquent d'un défaut qui a déjà été utilisé, appliqué plutôt. Donc si A est déjà dans gamma data de E, son prérequis, on va dire que le défaut, il est utilisable. C'est comme la règle A implique C. Si A est vrai, alors la règle est utilisable. Kiff, kiff ici. Si A
appartient déjà à gamma data de E, alors on va dire que le défaut est utilisable. Mais je n'ai pas le droit de déduire C encore. Je ne vais pas dire que le défaut, il est applicable. Quand est-ce que je vais le dire? Parce que je n'ai pas à appliquer ici. Non. Il faut que je vérifie quoi? Je dois vérifier, parce que j'ai une formule ici. Pour toutes les formules, je dois m'assurer que la négation de CBI ne pourra jamais appartenir à l'extension. C'est-à-dire que quel que soit à la fin, il ne faut pas que je le retrouve. À ce moment-là, le conséquencé, je vais le rajouter à gamma data de E et je vais dire que le défaut est applicable et qui sera générateur de l'extension parce qu'il va contribuer à la formation de l'extension. Donc, je reviens. Donc, je vais appliquer cet algorithme-là sur la théorie de l'exemple ici, en commençant par DA. Donc, je vais voir un peu pour le premier défaut DA. Son prérequis, c'est P. Or, P appartient à W. Et comme W est inclus dans gamma data de E, donc P va appartenir à gamma data de E. Donc, je vais dire que ce défaut-là, il est, voilà, je vais dire que ce défaut-là, il est utilisable. Mais par contre, je ne pourrai pas l'appliquer. Pour pouvoir l'appliquer d'abord, il faut s'assurer quoi? Je m'intéresse à la partie, voilà, à cette partie-là, la partie justificative. Pour pouvoir déduire R à partir de P, il faut que je m'assure que non R ne pourra jamais être déduit. Je ne pourrai jamais le retrouver dans l'extension. Yes ou no? Bah, on peut le faire d'une manière, après on verra comment on le fait d'une manière formelle, mais on n'a pas, pour gagner un peu de temps, au fait, on ne va pas le faire d'une manière formelle, mais on va le faire d'une manière informelle. Pourquoi on peut le faire? Parce que, est-ce que je peux déduire, est-ce que non R peut être déduit à partir de TH de PQ? Est-ce que je peux déduire non R à partir de P et Q? Allez, un débat là. Est-ce que vous êtes là? Oui, parce qu'il n'appartient pas à W. Donc, je peux pas déduire R à partir de TH de PQ. Vous êtes d'accord? Non R, pardon, non R, pas R. La négation. Ça marche. Est-ce que non R est un conséquent d'un défaut? Parce que s'il était un conséquent d'un défaut, il pourrait appartenir éventuellement si le défaut est applicable. On voit bien que le conséquent d'aucun défaut ne contient non R. Est-ce que vous le voyez bien? Le conséquent, la partie conséquent. Ça veut dire qu'on est sûr que non R ne pourra jamais appartenir à l'extension, quelle qu'elle soit. Alors, je vais dire que le D1 va être applicable. Et si je l'applique, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que R devient vrai. Oui ou non? Suivez. On va refaire cet exemple-là sur le tableau. Hein. Il faut juste comprendre. Est-ce que vous arrivez à suivre quand même? C'est un bel exemple. En principe, si vous arrivez quand même à le suivre, ça va vous déclencher le mécanisme de calcul de l'extension. D'accord? Ça marche ou ça ne marche pas? On peut continuer? C'est vrai que ce cours, il faut créer le tableau pour le comprendre, mais bon, on peut comprendre quand même les principes généraux, on va dire. Est-ce que vous arrivez à suivre? On peut continuer pour D1? Donc, je récapitule pour D1. On a dit qu'il était utilisable parce que P, qui est son prérequis, appartient à W. Comme W est inclus dans gamma data de E, donc il est utilisable. Puisqu'il est utilisable pour pouvoir l'appliquer, je dois m'assurer que la négation de R ne peut jamais être déduite. On peut le voir que R ne peut pas être déduit à partir de THW et ce n'est le conséquent d'aucun défaut. En aucun moment, je pourrais déduire non R. À ce moment-là, je vais dire que le défaut est applicable et son applicabilité, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, son conséquent qui est R, il va être rajouté à gamma data de E. C'est-à-dire que gamma de E, maintenant, il va contenir TH de P, Q et R. Puisque D1 est déductible. Donc, si R est vrai,
Alors, si j'avais commencé par D2, on voit bien que R n'appartenait pas à W. Ça veut dire qu'au fait, D2, je ne peux pas l'utiliser de suite. D'accord? Ce qui était utilisable, c'est plus DA et D3. Pourquoi? Parce que DA, son prérequis, c'est P. P appartient à W, donc il va appartenir à gamma data de E. Et D3, parce que le prérequis de D3, c'est Q. Q étant vrai, puisqu'il appartient à W, que W est inclus dans gamma data de E. Donc, au départ, il y a uniquement DA et D3 qui sont utilisables. D2 ne l'est pas parce que R n'est pas vrai dès le départ, ni R ni non R. Donc, D2 et D4 ne sont pas directement utilisables. Par contre, D1 et D3 le sont. Donc, si je commence D1, on a montré qu'il était utilisable et applicable, donc je déduis R. Si je déduis R, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que quand il y a des relations entre les défauts, je peux avoir plusieurs extensions. Si R est vrai, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, D2 qui au départ n'était pas utilisable, il le devient. Parce que l'applicabilité de D1 me permet de déduire R, et il se trouve que le conséquent de D1, c'est le prérequis de D2. Donc, du coup, l'applicabilité de DA rend D2 utilisable. S'il est utilisable, je vais voir est-ce qu'il est applicable ou pas. Right? D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir le faire, bon, je mets pas ici S, je vais pas mettre, je vais juste prendre Nantais ou S, c'est pas un problème. Je prends juste Nantais, il n'y a pas S. Donc, pour pouvoir appliquer D, maintenant qu'il devient utilisable après avoir appliqué DA, il faut que je m'assure que le non nantais, parce que son justificatif, c'est nantais. Il faut que la négation du justificatif, ça veut dire c'est le non du nantais qui correspond, qui équivaut à T. Il faut que je m'assure que T ne pourra jamais être déduit à partir de la théorie. C'est à ce moment-là, il faut que je me serais assuré que je pourrais déduire nantais. On voit bien que T kiff ne peut pas déduire à partir de P et Q, et que c'est le conséquent d'aucun défaut. Donc, il n'y a aucun moyen de déduire T à partir de la théorie delta. Donc, D2 devient applicable, et si je l'applique, ça veut dire que le nantais, son conséquent, va venir enrichir gamma data de E. Donc, pour le moment, qu'est-ce que j'ai dans gamma data de E? J'ai P et Q, c'est TH de P et Q. J'ai rajouté R qui est le conséquent de D1 qui était applicable. Je viens de rajouter nantais puisque l'applicabilité de DA a rendu D2 utilisable et puis il est applicable. Je continue avec D3. Alors D3, comme on l'a dit, il est utilisable parce que Q appartient à W et que W est inclus. Yes. What? Alors, juste, voilà. Juste une question. Bon, ben, allez, on va le voir. Voilà. Voilà. Alors, pour pouvoir, donc maintenant qu'il est utilisable, pour pouvoir déduire non V, il faut m'assurer que le non V, que V ne pourra jamais être déduit. Alors là, si vous remarquez, si on observe D3 et D4, ils sont liés entre eux. Alors, si on observe, regardez ici, on voit bien que le justificatif de D3, c'est le conséquent, la négation, pardon, du justificatif de D3, c'est le conséquent de D4. Et kiff, que le justificatif de D4, c'est la négation du conséquent de D3. Ça veut dire si je déduis, si j'applique D3, oui, je vais déduire non V, oui ou non? Et si je déduis non V, je vais rendre D4 non applicable. Parce que le non V, c'est la négation justificative de D4. Et vice-versa. Si jamais j'arrive à appliquer D4, je vais déduire V. Si je déduis V, je vais bloquer l'applicabilité de D3 parce que le conséquent de D4, c'est la négation du justificatif de D3. Donc, je vais dire que D3 et D4 sont mutuellement exclusifs. Ils ne peuvent pas s'appliquer en même temps. Yes. Or, si je D1
il sera toujours applicable. Rien n'empêche D1 de s'appliquer. Si j'applique D1 automatiquement, je vais déduire R, oui ou non? Et R, c'est quoi au fait? C'est la négation du prérequis de D4. Ça veut dire automatiquement, quand j'applique D1, il va automatiquement rendre D4 non utilisable. Il va bloquer l'utilité de D4. Donc, je ne pourrai pas l'appliquer. Voilà. Voilà. Donc, si je récapitule tout. On a dit D1 et D3 sont utilisables parce que leur justificatif appartient à W, que W appartient à gamma delta de E. Si j'applique D1, je vais déduire R et ça va rendre d'une part D2 utilisable et d'autre part D4 non utilisable directement. Même si D3 et D4 sont mutuellement exclusifs, ce qui est sûr, c'est que D4 ne pourra jamais être utilisé. Donc, ce n'est pas une menace pour D3. Donc, D3 sera toujours justement aussi applicable. Donc, du coup, ce que je vais retrouver dans l'extension, je vais essayer de le réduire pour pouvoir voir en même temps les défauts, en même temps l'extension. Donc, ce que j'ai oublié de dire que dans l'algorithme, il y a une boucle. Ça, c'est important. Voilà. Il y a une boucle pour dire que, alors là, c'est important cette boucle-là, parce que la théorie delta CWDD est un ensemble de défauts. C'est un ensemble. Pour pouvoir dire que j'ai terminé l'extension, il faut traiter tous les défauts. Donc, si vous avez 10 défauts, il faut appliquer l'algorithme 10 fois. D'accord, mais il y a l'ordre d'exploitation peut changer, ce qui peut générer plusieurs extensions. Mais ce qui est sûr, c'est à chaque fois, il faut traiter tous les défauts de la théorie pour pouvoir dire que j'ai terminé, j'ai une extension. Sinon, on ne va pas dire qu'on a une extension. D'accord? Donc, c'est pour ça que si je reviens à l'exemple, voilà. Donc, ici, j'ai l'ensemble delta qui est composé de 4 défauts. On les a traités l'ensemble. On a dit que D1, D2 utilisable, applicable. L'applicabilité de D1 rend D2 applicable et utilisable, puis il sera appliqué. Et que donc D4 ne pourra jamais être utilisable. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais retrouver? J'ai 4 extensions, j'ai 4 défauts, je les ai tous traités. Ça veut dire que j'ai fini ma boucle, donc j'ai finalement une extension. Je veux dire que la théorie admet une extension E égale gamma delta de E. Qu'est-ce que je vais retrouver? Ben, d'abord, je vais retrouver, voilà, voilà. D'abord, je vais retrouver W, parce que toutes les connaissances qui sont dans W sont donc gamma delta de E. D'abord, ce n'est pas cette mais le TH, c'est tout ce que je peux déduire, parce qu'il doit être déductivement clos. Donc, c'est tout ce que je peux déduire à partir de WD. Donc, je vais retrouver d'abord THW. Donc, quoi? Je vais retrouver le R qui est le conséquent de D1 parce que D1 est utilisable applicable. Je vais retrouver Nantais. Bon, on a dit qu'on ne va pas prendre le S. Hein. Je vais retrouver Nantais parce que D2 est aussi utilisable et applicable. Et je vais retrouver le nom V qui est le conséquent de D3 qui est utilisable et applicable. Et c'est tout. Parce que D4 ne peut jamais être utilisable puisque D1 est toujours applicable. Il va toujours bloquer l'utilisabilité de D4. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est quoi une extension? Eh bien, une extension va contenir toutes les connaissances vraies qui sont dans W, union tous les conséquents des défauts qui sont applicables. Donc, dès qu'un défaut est applicable, comme pour D1, son conséquent, il vient enrichir, il va enrichir W. C'est pour ça que comme D1, D2, D3 étaient applicables, on a rajouté à W leur conséquent, R, non T et non V. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Alors,
toute façon, on va reprendre ça sur le tableau. Vous allez voir avec les. C'est juste. Ah, c'est clair. Eh ben, c'est bien. Donc, c'est bien. Vous êtes là. Eh ben, c'est bien. Si c'est clair, c'est bien. En fait, il faut bien comprendre l'algorithme. En fait, il faut comprendre quelque chose d'important ici, c'est que dans l'algorithme, justement, voilà, voilà, il faut que pour dire qu'il est utilisable, il faut que, voilà, il faut que son justificatif appartienne déjà à gamma data de E. Pour qu'il soit applicable, il faut que la négation pour chaque défaut et pour chaque pardon, élément donc qui fait la partie justificative, il faut être sûr que la négation de leur justificatif ne pourra jamais appartenir à l'extension une fois qu'on aura terminé le calcul. C'est ça qui est important à savoir. Donc, si je prends par exemple le même ensemble, donc je continue avec l'exemple pour vous, ça modélise, voilà, ça modélise un peu. Si je prends le même ensemble de défauts, donc je vais prendre cet ensemble-là, d'accord? Et je vais ajouter le fait qui est égal à W, union non R ou R, union non R, je crois, oui. Union non R, voilà. Je prends le même ensemble de défauts que tout à l'heure, donc c'est une autre théorie d'état prime, puisque je vais considérer un autre ensemble W' qui est composé de W union non R. Donc, si j'étais en monotonie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que j'ai pu déduire à partir de delta. Ce que j'ai pu déduire à partir de delta, c'est tout ça. Yes, c'est l'extension, oui ou non? Donc, en principe, dans delta prime tel que D est le même, mais W prime, c'est W union non R, je suis censé trouver tous les éléments de cette extension-là. Ce qui n'est pas le cas parce que justement, je suis en non-monotonie. Et si je vais rajouter non R, comme tout à l'heure pour la fibroscopie, donc en fait, on n'avait pas l'information qu'il n'y avait pas de problème au niveau de l'estomac. Donc, quand le patient ramène ces analyses de fibro, compte rendu, on voit que son estomac, il est normal, il est sain, il n'y a pas de pathologie, rien. Ça veut dire que mon R est vrai. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toutes les règles qui suspectaient, qui étaient relatives au problème d'estomac ne vont pas être déduits, ne vont pas être appliqués, puisque ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'un problème d'estomac, puisque la fibron a montré que l'estomac du patient était normal, il était sain. Donc, le problème, il est ailleurs. C'est-à-dire que les symptômes sont causés par autre chose, par une autre maladie. Donc, à ce moment-là, il faut s'orienter vers une autre voie. C'est le cas ici. Imaginez-vous que j'ai dit ta prime, c'est W prime D, tel que D, c'est le même ensemble de 1, D2, D3, D4 qu'on a vu tout à l'heure. Mais avec W prime, c'est W ion R. Donc, j'ai rajouté une nouvelle information et vous allez voir que je vais obtenir d'autres extensions qui n'ont rien à voir avec la suivante, puisque quand j'ai ramené non R, qu'est-ce qui se passe ici avec non R? Je reviens. Voilà. Voilà. Donc, j'ai PQ et non R, PQ et non R, c'est ça? Yes. Ça veut dire donc D1 est utilisable. Q est vrai, D3 est utilisable. Maintenant, même D4, elle est utilisable. Oui, non, parce que non R est vrai. Puisque non R est vrai. Donc, D4 est utilisable. D'accord? Par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que D1, il est utilisable, mais je ne pourrais pas l'appliquer. Pourquoi? Parce que maintenant, mon R est vrai dans delta prime. R, c'est la négation du justificatif de D1. Oui? Ben, si je le bloquais pas, je vais avoir une contradiction parce que je vais déduire R alors que non R est vrai. Donc là, non R est vrai parce qu'il est dans W prime. Alright? Donc là, DA qui tout à l'heure était utilisable et applicable, avec l'ajout de la nouvelle information non R, il est toujours utilisable. Par contre, on ne peut pas l'appliquer parce qu'il est bloqué par la présence de R dans W', d'où dans l'extension, puisqu'il sera présent dans gamma data prime de E. Donc, dans l'extension. Donc, D2, DA, pardon, sera bloqué, puisque DA pour être applicable, et aussi que ce R-là, c'est également, non R, c'est là
C'est la négation de R. Donc, non R étant vrai, donc D2, il devient non utilisable. Donc, D1, il est utilisable. D2, non utilisable avec l'apport de non R. Yes. Eh bien, il restera quoi? Ben, il restera le D3 et le D4, qui sont tous les deux utilisables, puisque Q appartient à W' et que non R appartient à W', comme ils sont mutuellement exclusifs, ils ne peuvent pas être en même temps. Oui ou non? Ça veut dire soit je vais commencer par D3, je vais déduire non V, donc je vais bloquer D4, ou inversement, je commence par D4, je déduis V et je vais bloquer D3. Ils sont mutuellement exclusifs. Donc, soit je vais déduire V si j'applique, je commence par D4, soit je vais déduire V si je commence par D3. Et là, je ne vais pas avoir une seule extension, mais je vais avoir deux extensions. Pour E', voilà. Voilà. Donc, si j'ai des dates prime qui est composée de W' D tel que D est composé de PQ non R, donc c'est W union non R, je prends le même ensemble, je vais avoir, voilà, donc D1 qui sera non applicable, D2 qui sera non utilisable, et puis j'ai D3 et D4 qui sont mutuellement exclusifs. Donc, soit, si je commence par D3, je vais déduire non V uniquement, donc je vais avoir E1' égale gamma d'état de E1' égale THW' union non V, qui est le conséquent de D3, puisque D4 sera par la suite bloqué. Ou encore, si je commence par D4, je vais déduire V et je vais bloquer D3. Donc, j'ai deux extensions. Ça veut dire quoi, deux extensions? Ça veut dire j'ai deux voies possibles de déduction. Et c'est comme ça, quand vous allez chez le médecin, soit le même médecin ou deux médecins différents, vous pouvez avoir deux diagnostics ou plusieurs diagnostics différents parce que ce n'est pas une science exacte, ce ne sont pas des connaissances certaines. Et dans la tête du médecin, il n'y a pas que W, il y a aussi D. Il n'a pas de W, mais il a des théories parce qu'il a aussi associé à W, il a un ensemble de défauts. D'accord? Donc, on peut avoir plusieurs extensions, ça veut dire plusieurs chemins possibles, plusieurs solutions, plusieurs diagnostics possibles, etc., etc., etc. Et on vous dit qu'on est en non-monotonie. Pourquoi? Parce que tu as W, voilà, qui est inclus dans W'. À partir de W, j'ai pu déduire, regardez, j'ai pu déduire ça, yes? Voilà, voilà. J'ai pu déduire tout ça à partir de W. Tout le monde est d'accord? WD. Alright? Donc, j'ai déduit R, j'ai déduit non T et j'ai déduit non V. Ça marche. Par contre, je ne retrouve pas ça dans E1'. Dans E1', je ne retrouve ni R, ni non T. Et dans E2', je ne retrouve ni R, ni non T, ni non V. D'accord? Donc, on est bien dans un contexte de non-monotonie puisque j'ai W inclus dans W'. Et ce que je déduis à partir, voilà, j'ai W qui est inclus dans W', mais TH de W union les conséquents des défauts applicables n'est pas inclus dans THW' union les conséquents des défauts applicables de data prime. Donc, on est bel et bien dans un contexte de non-monotonie. Est-ce que ça va? Donc, c'est un exemple, bon, je vais vous l'envoyer d'ailleurs. Qui exprime un peu, c'est un peu pour vous familiariser avec cette notion de calcul d'extension à partir d'une théorie. Qu'est-ce qu'une théorie? Comment on calcule les extensions? Et pourquoi est-ce qu'il peut y avoir plusieurs extensions possibles? Voilà. Est-ce que ça va? De toute façon, on va reprendre sur d'autres exemples la prochaine fois. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Madame, si j'ai une question. Oui? Quelle est la différence entre TH et gamma? Entre TH Et et gamma. gamma. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est deux notions totalement différentes. Je vous explique. Alors, on s'explique. Voilà. Regarde, si tu as. Alors, bon, alors,
Je reprends l'exemple de la révision. Par exemple, si tu faisais de trois formules, tu es d'accord, il y a P, il y a Q et non R, d'accord? Ça marche? Le TH de W', c'est quoi? C'est tout ce que tu peux déduire à partir de ces trois formules en utilisant le système déductif, c'est-à-dire en utilisant les actions, les règles d'inférence, etc. D'accord? Et c'est infini. Parce que si P est vrai, P ou Q est vrai, P ou non R, P ou R, ou A, etc., etc. D'accord? D'accord? Et la même chose pour que tu peux avoir un certain nombre en fait, de combinaisons possibles. Du moment que P avec le ou déjà, tu peux avoir une infinité de variables, de formules possibles. Donc, comme tu ne peux pas le recenser, tout ce que tu peux déduire, tu le mets dans le chapeau de THS de W. C'est tout ce que tu peux déduire à partir d'un ensemble W et du système déductif, soit dans la logique d'ordre ou bien d'ordre 1. Ça, c'est classique, c'est quelle que soit la logique. Voilà. Le gamma delta de E, c'est juste une étape, voilà. Je reviens sur l'algorithme pour comprendre le gamma delta. Celui-ci, tu le retrouves pour le calcul d'extension uniquement dans la logique de défaut. D'accord? Au fait, l'algorithme, regardez, de là à là, il ne te permet pas de calculer E, il te permet de calculer gamma delta de E. On verra ça la prochaine fois, uniquement. Quand est-ce que cet ensemble-là, il va contenir quoi? Il va contenir W et tous les défauts, tous les défauts, euh, pardon, tous les conséquents des défauts utilisables et applicables. Cet ensemble-là, tu l'auras toujours, mais ce n'est pas évident qu'il sera considéré comme une extension. Il le sera quand est-ce? Quand tu vas voir cette égalité entre lorsque tu viens de calculer via cet algorithme et E. Alors, au fait, quand est-ce que deux ensembles sont égaux? Lorsque tous les éléments de l'un appartiennent aux éléments de l'autre, et vice-versa. D'accord? Alors, regardez ici, comme je l'ai dit, au fait, si tu as un élément qui appartient à gamma data de E et qui n'appartient pas à E, ça veut dire qu'ils sont différents. Donc, ce que tu as calculé ici, c'est une extension. Par contre, si tous les éléments qui appartiennent à gamma data de E, qui n'appartiennent pas, ne vont pas appartenir à E, et vice-versa, ça veut dire que ce que tu viens de calculer via cet algorithme est bel et bien une extension. On verra un exemple qu'on peut avoir gamma data de E, mais cet ensemble ne sera pas considéré comme extension. On le verra après. Ça marche? Donc, le but aujourd'hui, c'est réellement de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette logique de défaut et qu'est-ce qu'une extension et comment est-ce qu'on la calcule. Voilà. Est-ce que ça va? Ah oui, ça va, merci, madame. Ça va, merci. Ok, je vous remercie. Et donc, en mercredi, essayez de diffuser la vidéo pour les gens qui sont absents. Alors, merci. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas oublié, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas eu le temps juste de le faire, il n'y a pas de problème. Et c'est tout ce qui reste, plus l'exercice qu'on vient de voir, il n'est pas dans le cours, je vais le rajouter. Est-ce que c'est tout ce qui reste? Ok, d'accord, bon courage.